Vous avez vu des témoignages d'étudiants dyslexiques, donc c'est très intéressant de voir de la façon dont ils sont capables de présenter leurs difficultés et de présenter leurs troubles eux-mêmes. Comme on vient de le présenter, je vais présenter des données sur les définitions de la dyslexie et principalement ce qui est en lien avec la compensation des dyslexiques à l'université. Donc pour commencer, on part du premier constat que suite à la loi du handicap du 11 février 2005, la dyslexie est considérée comme un trouble cognitif, et dans le sens où c'est un trouble qui limite certaines activités de vie en société, et notamment les activités de vie scolaire et professionnelle. Donc pour définir en termes, les termes qui sont liés à la recherche, la dyslexie du développement, c'est un trouble spécifique des apprentissages, spécifique dans le sens où il est spécifique à l'apprentissage de la lecture. C'est un trouble neurodéveloppemental qui est caractérisé par des difficultés au niveau des traitements phonologiques, on appelle ça un syndrome phonologique. Et ce trouble, il apparaît notamment, il est identifié dans tout ce qui est décodage et lecture. Et ce qui est important, c'est que c'est en dépit d'un QI, donc une intelligence qui se situe dans la moyenne, et d'une éducation, c'est un point très important, d'un environnement social et éducatif qui est favorable à l'apprentissage de la lecture. Alors, la dyslexie, le diagnostic, il peut se faire de manière très précoce et même avant l'apprentissage de la lecture. Et il peut également se faire chez l'adulte, chez un individu qui manifesterait un système cognitif qui est suffisamment bon, efficient, pour masquer en quelque sorte certaines difficultés. Et le dernier point qui est très important, c'est que les déficits ils persistent tout au long de la vie, c'est-à-dire de l'enfance à l'âge adulte et même plus tard, comme on le voit sur ce graphique ici, avec la courbe en bleu clair qui représente les performances en lecture des individus qui n'ont pas de dyslexie, avec la courbe en pointillé, qui est un schéma bien sûr, qui représente les performances des individus mauvais lecteurs et ou dyslexiques. Depuis la loi du handicap en 2005, il y a eu énormément au sein des universités une augmentation d'individus qui présentaient un handicap. Donc on voit une courbe, elle n'est pas forcément actuelle jusqu'à maintenant, mais elle ne cesse d'augmenter. Et parmi cette augmentation, on compte, donc parmi les étudiants qui présentent un handicap, il y a environ 22% des étudiants qui présenteraient un trouble du langage, qu'il soit oral ou écrit. Donc, il y a plusieurs théories qui permettent d'expliquer les causes de la dyslexie. Je ne vais pas passer longtemps à les présenter parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Il y a notamment des hypothèses sur des déficits visuels. Il y a également des hypothèses sur les déficits qui soient plus moteurs, qui entraînent des difficultés dans l'automatisation des processus en lecture. Et également une hypothèse qui envisage que ce soit un trouble plutôt auditif qui cause les troubles de la lecture. Actuellement, la théorie la plus admise est la théorie qu'on appelle phonologique, qui correspond au schéma que je vous présente ici, c'est-à-dire qu'il y aurait, au niveau cérébral, avant même l'apprentissage de la lecture, une organisation qui est un petit peu différente des individus qui ne sont pas dyslexiques et qui entraînerait des difficultés dans le traitement ou dans l'accès à ces représentations phonologiques, c'est-à-dire les sons du langage. Ces difficultés dans ces représentations phonologiques vont ensuite causer en cascade, comme vous le voyez ici, des difficultés en lecture, soit un retard de lecture qui va pouvoir être pris en charge très tôt, soit des difficultés que les dyslexiques présentent. Le modèle que je vous présente ici est un modèle extrêmement général, mais il a l'avantage de pouvoir expliquer plusieurs aspects de la dyslexie. Donc vous voyez sur le premier niveau, on représente les facteurs de risque et les facteurs de protection dans la dyslexie. Alors ces facteurs de risque et de protection, ils peuvent être d'ordre génétique, c'est-à-dire des différences au niveau génétique, du patrimoine génétique, mais également au niveau de l'environnement, et c'est une variable qui est très importante parce que l'environnement peut expliquer des difficultés de lecture et peut impacter sur les symptômes que présentent les dyslexiques. Ces facteurs peuvent ensuite influencer l'organisation du système cérébral. Donc vraiment au niveau neurophysiologique, au niveau anatomique, on peut observer des différences, et on va les présenter un petit peu après, chez les individus qui présentent un trouble des apprentissages, et notamment dyslexie. Et ces facteurs peuvent ensuite entraîner des répercussions sur les processus d'ordre plus cognitif, donc c'est-à-dire tout ce qui est mémoire, attention, raisonnement, apprentissage, mais également lecture. Et avec tout ce tableau de facteurs de risque, de protection neuro et cognitifs, on va voir au niveau comportemental la manifestation de troubles spécifiques. Alors ces troubles peuvent être spécifiques, par exemple dyscalculie quand ça touche au calcul, dyslexie quand ça touche à la lecture ou dysphasie quand ça touche au langage oral, mais on voit de plus en plus d'individus qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire plusieurs troubles réunis chez un même individu.
Donc actuellement, les politiques éducatives changent pour prendre en compte les résultats de la recherche et améliorer le système éducatif français. On peut donc se poser la question de savoir quel est leur rôle dans cette thématique-là. Leur objectif premier, c'est important de le souligner, n'est absolument pas d'expliquer aux enseignants comment est-ce qu'on enseigne la lecture, car ça fait un certain nombre d'années qu'on sait comment est-ce qu'il faut enseigner la lecture. Il n'y a pas vraiment de surprise sur ce domaine-là. Mais en revanche, il y a encore beaucoup de travaux sur qu'est-ce que c'est, la question de savoir qu'est-ce que c'est réellement que la lecture, comment elle se développe, comment est-ce qu'on devient expert et surtout pourquoi certains individus sont en difficulté. Et c'est donc l'objectif de ce comité scientifique qui va être de préconiser comment favoriser cet apprentissage pour tous en incluant les élèves qui présentent des besoins particuliers et notamment les élèves dyslexiques. Donc d'où provient ce changement politique? Finalement, il provient du constat qu'il y a un Français de 15 ans sur 5 qui ne parviendrait pas à un niveau suffisant de compréhension en lecture. Et c'est des données qui proviennent des enquêtes PISA que vous connaissez certainement, dont la dernière en 2015, qui rassemble tous les pays, une grosse majorité de pays, et qui permet de comparer les performances des individus, des enfants de 15 ans, en fonction des différents pays d'où ils viennent. Et on remarque que la France se situe exactement au milieu, c'est-à-dire qu'elle présente, sur la compréhension de l'écrit, les élèves français de 15 ans présentent un niveau de performance qui est absolument la moyenne de tous ces pays-là. Donc il y a énormément de pays qui présentent des performances plus hautes, comme il y a des pays qui présentent des performances plus faibles. Et donc il faut absolument que les politiques éducatives changent pour pouvoir améliorer le niveau de lecture des Français. Donc finalement, quelles sont les questions que l'on peut identifier et comment est-ce qu'on pourrait proposer des solutions? Si je vous lis ici un certain nombre de questions, par exemple, est-ce que les programmes d'enseignement peuvent être améliorés, la formation théorique des enseignements, ou encore le dépistage des enfants à risque, et ainsi que la prise en charge adaptée, chaque réponse qui sera apportée par la recherche sur ces différentes questions permettront d'alimenter, en retour, l'ensemble de ces questions, pour apporter des solutions qui soient plus efficaces. Et lorsqu'on s'intéresse aux sciences réellement de la lecture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à lire, ce qui est très différent, je le note, de comment est-ce qu'on fait apprendre à lire. Il y a plusieurs disciplines, dont la philosophie, la psychologie cognitive, la linguistique, l'intelligence artificielle ou encore les neurosciences cognitives et récemment, de plus en plus, le fait de prendre en compte l'individu dans son environnement, qu'il soit social ou professionnel. Et toutes ces disciplines ont pour objectif donc d'apporter des réponses complémentaires. Donc il faut donc prendre en compte l'individu en tant qu'apprenant-lecteur dans son environnement, qu'il soit social, cognitif, neuro, mais également matériel avec les nouvelles technologies, et savoir quel est l'impact de ces technologies sur l'apprentissage de la lecture. Donc, comme je viens de vous le dire, les sciences cognitives ont depuis longtemps apporté un certain nombre de réponses à la question « qu'est-ce que lire ?» Donc, je ne vous présenterai pas les modèles, mais il faut savoir qu'il y a des modèles qui sont admis depuis longtemps, qui permettent de comprendre comment est-ce qu'on est capable de lire un mot lorsqu'il est présenté à l'écrit. Ces modélisations ont ensuite été implémentées sur ordinateur pour simuler finalement l'activité de lecture comme si on demandait à un robot d'apprendre à lire et de faire des performances. Donc, vous avez ici un schéma qui représente une certaine complexité, un de ces programmes, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On peut le schématiser très rapidement et en faire une présentation relativement simple pour comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on apprend à lire et donc faire des inférences sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des difficultés en lecture. Donc dans la première étape de ce modèle, donc je vous rappelle que c'est un modèle informatisé qui apprend à lire, le système apprend à associer des lettres avec des sons à la suite d'un apprentissage, donc par essai et par erreur avec des feedbacks lorsqu'il fait des performances justes et lorsqu'il fait des performances fausses. Ensuite, avec la répétition, ces associations et leur renforcement va permettre la création d'un lexique phonologique dans le système où vont être stockées les correspondances entre lettres et sons. Et enfin, par auto-apprentissage, le système va apprendre tout seul, il va répéter, il va être capable de retrouver le mot par une simple analyse globale de l'orthographe et ensuite donc accéder au sens de ces mots écrits. Et on dit que le système est capable de devenir expert. On peut évaluer la qualité de ces systèmes en observant leur performance. Donc si vous regardez ces graphiques ici, vous vous centrez sur la courbe qui est en rouge et vous avez l'évolution des performances en fonction du nombre de répétitions. Ici, la répétition est de 500 000, ce qui correspond à peu près à un volume d'Harry Potter, donc c'est relativement faible. Et on voit que le système est capable de lire jusqu'à 80% de mots avec une bonne précision. Ce qui, entre nous, mime à peu près les performances chez l'être humain, car on apprend tous les jours du vocabulaire, donc du coup, on n'est pas capable de reconnaître encore tous les mots.
Ce qui est intéressant avec ce système qui est implémenté sur ordinateur, c'est que finalement on peut s'amuser à léser certaines parties du système pour voir quels sont les déficits, si on a des hypothèses sur les déficits, quelles sont les conséquences qui seraient entraînées à cause de ces lésions. Donc si on cherche ici à modéliser les troubles que présentent les dyslexiques, on peut s'amuser à inverser des lettres qui sont très très proches en point de vue des sons, par exemple un P avec un B, un V avec un F, un R avec un L, et voir comment le système apprend avec une certaine probabilité de changement entre les lettres. Et finalement, on voit qu'au bout d'une probabilité de 0,45, le système s'effondre complètement, et donc les performances sont très 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 faibles, et le système n'est plus capable de lire. En revanche, si on s'amuse à changer non pas des lettres voisines en termes de son, mais des lettres qui sont dans le mot et on change l'ordre des lettres dans ce mot-là, on voit que ça n'a que peu d'influence sur le système qui est capable de lire de manière très précise jusqu'à près de 60%, voire plus de 60%, même en changeant les lettres à l'intérieur du mot. Donc ces arguments, ces données sont en faveur donc, du coup, des difficultés phonologiques que présenteraient les dyslexiques. Il semble donc que la compétence et le traitement qui consiste donc à reconnaître une lettre et la faire correspondre à un son est central pour apprendre à lire. Et les études ont justement montré que ce traitement pouvait entraîner des modifications très importantes au niveau cérébral. Lorsqu'on est en train de lire, l'activité de lecture va accroître l'activité cérébrale dans des aires du langage de l'hémisphère gauche, et c'est des aires qui sont déjà impliquées dans le langage oral. Puis, plus on augmente avec le niveau d'expertise, et plus on voit apparaître une région qui va se spécialiser uniquement dans la reconnaissance de ces lettres. Et avec l'expertise, cette région va être de plus en plus activée. Et donc du coup, cette région s'appelle l'aire de la forme visuelle des mots. Elle a été montrée comme étant complètement spécifique à la lecture. Et donc c'est l'hypothèse ici d'un recyclage neuronal pour la lecture, dans lequel une région qui n'est pas forcément dédiée à la lecture va, au fil de l'apprentissage, se développer et se spécialiser dans l'activité de reconnaissance des mots écrits. Comment évolue, la question qu'on peut se poser, c'est savoir comment évolue cette région avec l'âge et au cours de l'apprentissage. Donc, je vous représente ici, donc vous avez les figures ici, donc chaque couleur correspond aux couleurs que vous pouvez voir sur un cerveau ici. Donc, à 6 ans avant le CP, vous voyez que cette région qui se situe ici, n'est finalement pas encore activée. Il n'y a pas d'activation verte parce que l'enfant n'a pas encore appris à lire. Donc cette région ne s'est pas spécialisée. Puis, après seulement 1 an d'apprentissage de la lecture, en fin de CP, on voit que cette région est déjà activée et spécifique à la lecture. Et on voit à partir de 9 ans, ici, que cette région est complètement automatisée, l'activation est de plus en plus forte, et donc on a un enfant qui est capable de lire et qui a quelques années de lecture derrière lui. Maintenant, si on s'intéresse aux lecteurs dyslexiques de même âge, par exemple 9 ans, on voit qu'il y a une absence, bon, une absence, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas activée, ça veut dire qu'elle est sous-activée. Il y a une absence d'activation de cette région chez les lecteurs dyslexiques. Donc l'activation de la forme visuelle des mots va pouvoir prédire les scores de lecture des enfants, et les enfants dyslexiques vont montrer une activation qui est réduite aux mots écrits au niveau de l'hémisphère gauche. Ce qu'on peut synthétiser, c'est que l'apprentissage de la lecture va réorganiser fonctionnellement le cerveau, et notamment les régions que vous voyez ici en rouge. Donc la vision, donc on a les yeux ici, l'information est véhiculée par le cortex visuel ici, et passe petit à petit dans cette région que je vous présente depuis tout à l'heure, qui va se spécialiser dans la lecture, et ensuite va envoyer l'information sur des régions du langage parlé. Donc l'information, comme je vous dis, elle va se diffuser au travers d'un réseau qui est spécifique au langage écrit et au langage oral, et la lecture va être le résultat d'une dynamique qui est à la fois spatiale et temporelle, d'une série de plusieurs traitements, par exemple le traitement visuel, l'orthographe, les sons, la sémantique, qui va permettre de reconnaître le mot écrit. La petite vidéo que je vous montre ici, c'est comment est-ce que c'est toutes les activations qui vont se propager dans le cerveau lorsqu'on présente un seul mot à un individu et qu'on enregistre son activité cérébrale. Donc ce que vous voyez ici, c'est toute l'activité cérébrale, les variations d'activité cérébrale, à la suite de la présentation du mot qui est représenté par cette ligne-là. Et vous allez voir que donc ça dure 400 millisecondes, bon, c'est un ralenti pour que vous puissiez voir. Vous voyez que l'information, elle commençait en région postérieure, et puis après, elle se diffuse dans le réseau du langage. Tout au long du cerveau, il y a plusieurs régions qui vont prendre en compte plusieurs traitements au fil de ce processus. Donc la question va être de savoir si les connexions entre ces deux régions, qui permettent de faire correspondre donc une lettre et un son, vont être modifiées. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est est-ce que cette modification va être la même pour les lecteurs dyslexiques ou pas. Donc
La lecture va modifier l'anatomie du cerveau en renforçant, par exemple, et en automatisant certains réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, on appelle ça des circuits où passe l'information au niveau du cerveau. La vidéo que vous voyez ici déroulée en même temps que je parle représente une étude que l'on conduit actuellement au laboratoire en utilisant l'IRM anatomique. Il s'agit ici de pouvoir reconstruire les réseaux de neurones qui sont impliqués dans la lecture chez les étudiants dyslexiques à l'université. Donc on obtient ce type de données, donc l'IRM, vous avez une image ici, on obtient ce type de représentation où vous pouvez voir les différents circuits cérébraux à l'intérieur du cerveau d'un individu qui était dans l'IRM. Et les recherches ont montré que plusieurs voies de connexion étaient identifiables grâce à cette technique-là, et parmi celles-ci, il y en a deux qui sont spécifiquement impliquées dans la lecture et je vous les représente encadrées en rouge. Si je schématise ces deux réseaux de connexion avec ce graphique-là, il s'agit des deux voies où finalement est véhiculée l'information lorsqu'on est en train de lire. La voie bleue, que vous voyez ici, c'est la voie qui traite les sons, donc les phonèmes du langage. Et la voie verte, elle traite davantage l'orthographe et permet ensuite d'accéder au sens. On remarque que les deux voies se croisent à un endroit, ici, et pour partager de l'information, et c'est là finalement où les lettres vont être traduites en sons. Donc, qu'est-ce qui se passe si on regarde ces voies de connexion chez les dyslexiques, on voit les ronds que vous voyez apparaître ici sur cette figure-là représentent donc ces connexions qui sont ici et représentent les régions chez les dyslexiques où il y a des différences anatomiques, c'est-à-dire qu'il y a pas forcément un dysfonctionnement, mais en tout cas des différences, une densité moins forte et donc du coup une voie de connexion qui est moins efficace. Donc, on voit donc que les régions où l'association entre une lettre et un son doit se faire, sont organisés différemment, ils sont souvent moins denses et moins fonctionnels chez les dyslexiques. Donc l'apprentissage de la lecture réorganise structurellement le cerveau, mais il n'y a pas que l'apprentissage de la lecture, il y a également l'environnement, je vous l'ai dit au début, qui va être capable de moduler le système anatomique. Donc cette étude montre que certaines des différences anatomiques du cerveau sont expliquées par des différences au niveau socio-économique, donc cette différence-là, et au niveau du niveau de lecture des parents. On voit que le niveau de lecture des parents et l'environnement socio-économique expliquent les différences que l'on peut observer au niveau neuroanatomique, puis cognitif, et ensuite sont capables d'expliquer le niveau de lecture que l'enfant va avoir au CM1, au CE1 par exemple. Donc ce résultat montre finalement qu'il faut en permanence stimuler le langage oral des enfants, et encore plus lorsque l'environnement social favorise moins l'apprentissage de la lecture, ce qui est le cas par exemple pour des environnements où il y a du bilinguisme ou un bas niveau socio-économique. Donc que doit faire l'enseignant? L'enseignant doit se focaliser sur le développement de ces connexions ici, donc entre graphèmes et phonèmes, pour ensuite permettre à l'enfant de pouvoir accéder au sens des mots qu'il est en train de lire. Et le sens des mots, la compréhension et l'accès au sens, finalement, c'est l'objectif ultime de l'activité de lecture. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va pratiquer la lecture, à force de pratiquer, on va automatiser certaines voies et on va aller chercher l'information sémantique beaucoup plus rapidement et donc passer par des voies plus directes ici. La question est donc de savoir comment le cerveau dyslexique lit, parce qu'on a ici le schéma pour un individu qui n'a pas de dyslexie, et la question est de savoir comment ça se passe au niveau des connexions de ces régions chez un individu qui présente une dyslexie, et notamment chez les individus à l'université. Donc, voici un cadre de travail et donc les stratégies de recherche que nous utilisons actuellement au laboratoire pour comprendre et modéliser la compensation dans la dyslexie. On part finalement de l'adulte dyslexique qui réussit des études à l'université, donc qui a réussi à obtenir des diplômes, pour comprendre son fonctionnement et pouvoir ensuite, en retour, pouvoir aider des enfants ou des plus jeunes, des adolescents ou des enfants qui présentent une dyslexie à différents niveaux d'âge sur la base du modèle de réussite qu'on a identifié chez l'adulte. Cela permettra ensuite de prédire, ici, chez des enfants, la probabilité d'une réussite académique, par exemple la réussite d'un diplôme, qu'il soit au collège ou au lycée, des étudiants, et grâce à plusieurs dimensions, qu'elles soient sociales, donc en prenant en compte l'environnement social, les compétences cognitives, l'anatomie du cerveau et le côté fonctionnel du cerveau. Et le tout constituera donc un modèle neurocognitif de la compensation dans la dyslexie. Donc nous avons vu que les étudiants dyslexiques présentaient des différences au niveau neurobiologique et des difficultés dans le traitement des sons, notamment les phonèmes. Donc pour comprendre comment certains
étudiants dyslexiques parviennent à réussir leurs études, il faut travailler davantage sur la question des facteurs de protection. Et si on regarde dans la littérature, dans les travaux de recherche qui sont conduits dans ce domaine-là, on peut identifier plusieurs facteurs de protection d'ordre cognitif, par exemple les compétences de langage oral, les compétences de raisonnement, les compétences de fonction exécutive, de contrôle de l'activité cognitive, mais également tout ce qui est vocabulaire et sémantique, qui représentent des compétences qui peuvent potentiellement aider les dyslexiques. Mais il y a également des facteurs de protection qu'on appelle psychosociaux, plus environnementaux, et notamment, ça paraît naïf de le dire, mais c'est important de le souligner, le soutien des professeurs, le soutien des parents et les bonnes relations qu'un individu a avec ses collègues, ses pairs. Et donc ces facteurs de protection cognitifs et à la fois psychosociaux vont permettre quoi? Et finalement, ils vont permettre de réduire l'amplitude des déficits en lecture que présentent les dyslexiques, et notamment les déficits en lecture, donc en vitesse de lecture, et encore plus tout ce qui touche la compréhension de l'écrit. Donc comment les étudiants dyslexiques parviennent à gérer l'activité de lecture et surtout la compréhension de lecture? Donc je vous présente ici un cas théorique qui est relativement simple, qui permet de comprendre qu'est-ce que la compréhension de l'écrit. Donc la compréhension de l'écrit, c'est quoi? C'est une compétence qui provient de plusieurs autres compétences, notamment être capable de reconnaître les mots et de lire les mots, mais également d'accéder au sens, donc tout ce qui est du langage oral. Qu'est-ce qui se passe chez les lecteurs dyslexiques étudiants à l'université? On voit que malgré qu'ils réussissent à poursuivre des études, ils ont toujours des difficultés importantes en lecture et en décodage des mots écrits, à la fois en précision et surtout en vitesse. Pour autant, la compréhension écrite semble préservée, c'est-à-dire qu'ils parviennent à obtenir des bonnes performances, à la fois en évaluation de la compréhension écrite et en performance de production. L'hypothèse de compensation que je vous propose ici envisage que les étudiants dyslexiques pourraient donc avoir davantage recours à des compétences de langage oral et notamment des compétences sémantiques. Et l'idée sous-jacente, c'est qu'il y aurait un recrutement d'autres compétences pour en quelque sorte équilibrer le système, comme en quelque sorte une balance qui permettrait aux étudiants dyslexiques d'accéder à un bon niveau de compréhension en lecture, en dépit de difficultés persistantes en lecture et en décodage. Si on s'intéresse aux compétences sémantiques et si on regarde de près la littérature sur l'adulte dyslexique, depuis les années 2000, il y a environ eu à peu près 500 études qui ont porté sur l'adulte dyslexique, ce qui n'est pas énorme au regard des études portées sur l'enfant, qui sont 3 à 4 fois plus importantes. Et parmi ces études, la majorité ont porté sur les déficits, comme vous voyez sur cette figure ici. Ces triangles ici représentent des études qui portent sur les déficits. Et en réalité, si on s'intéresse aux compétences sémantiques, il y a moins d'1% d'études conduites sur les traitements sémantiques, et sur les facteurs de protection, il y a moins de 5% des études qui sont conduites, ce qui est relativement peu, alors que finalement, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'un individu parvient à gérer et à compenser. Donc au laboratoire, nous avons conduit une première étude pour voir quel était le niveau des étudiants dyslexiques sur les connaissances sémantiques et notamment le vocabulaire. En fait, il existe plusieurs épreuves en neuropsychologie et en psychologie générale pour évaluer ces connaissances. Et dans cette étude, nous avons montré que les dyslexiques présentaient de très bonnes compétences en vocabulaire. Donc si vous regardez le graphique que je vous présente ici, chaque triangle représente un des 20 dyslexiques qui ont participé à l'étude, donc ils sont tous universitaires. Et la ligne en noir représente simplement le niveau moyen des étudiants non dyslexiques. Et on voit donc avec cette figure que la grande majorité des dyslexiques obtiennent des performances en vocabulaire, donc en connaissances sémantiques, qui sont bien supérieures à celles des non dyslexiques. Maintenant, si on s'intéresse à mettre en lien le niveau de compétence des individus, de chaque individu, qu'il soit dyslexique ou non, en lien avec la complexité, par exemple sémantique, des mots que l'on présente, que l'on demande à définir, on voit que les non-dyslexiques, la majorité des non-dyslexiques se situe ici, et les dyslexiques parviennent finalement à réussir à définir des mots dont la complexité sémantique est beaucoup plus importante. Donc, ces résultats confirment finalement que les étudiants universitaires et dyslexiques présentent un niveau de vocabulaire sémantique qui est plus important que les étudiants non dyslexiques, à la fois en définition et à la fois sur la complexité, ce qui est en accord avec l'hypothèse de compensation sur les compétences sémantiques. Mais alors, comment est-ce qu'on peut relier ces résultats avec des études qui sont conduites sur le fonctionnement du cerveau des adultes dyslexiques? Si on fait une synthèse de ces recherches en neuroimagerie, on observe en bleu, ce que je représente en bleu, toutes les régions qui sont sous-activées chez les individus dyslexiques, chez les adultes dyslexiques. Et on reconnaît ici la région que je vous ai présentée au début, qui est la région qui est impliquée dans la reconnaissance des lettres. Puis,
Et on voit également des régions qui sont suractivées, donc qui sont plus activées chez les dyslexiques que chez les non-dyslexiques. Et ces régions, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont également impliquées dans les traitements sémantiques, c'est-à-dire que le cerveau, lorsqu'il est en train de lire, lorsqu'il accède au sens, il active fortement ces régions-là. Donc au laboratoire, on a conduit une étude en imagerie cérébrale où on présentait des mots écrits en manipulant plusieurs variables comme l'orthographe ou encore les traitements sémantiques. On a ensuite analysé les activations et le moment de ces activations, c'est-à-dire à quel moment, vous voyez ici, à quel moment, quel traitement est pris en charge et dans quelle région. Est-ce que c'est un traitement qui est plus orthographique? Est-ce que c'est un traitement qui est plus sémantique? Et à quel moment c'est pris en charge? Et on s'est intéressé, donc je vais vous présenter ici seulement deux résultats importants, on s'est intéressé à deux régions, les régions qui traitent l'orthographe ici, et les régions qui traitent davantage le sémantique ici. On a comparé les résultats des étudiants dyslexiques et des étudiants non dyslexiques. Donc l'activité que vous voyez ici sur la vidéo a été représentée sur une figure que je vous présente ici qui fait un peu peur, mais il n'y a rien de méchant. En fait, dans cette figure, on a sélectionné que quelques régions, qui sont les régions frontales que vous retrouvez ici, et on a regardé toute cette activité, on l'a décomposée juste dans ces régions pour voir si elles étaient sensibles au traitement sémantique et à quel moment elles étaient sensibles. Donc, sur le graphique ici, vous avez les résultats qui concernent les normolecteurs, donc les non-dyslexiques, et sur le graphique d'en haut, vous avez les résultats qui concernent les dyslexiques. Chez les non-dyslexiques, ces traitements vont arriver vers 400 millisecondes, c'est-à-dire que vers 400 millisecondes, le cerveau va traiter l'information sémantique chez les non-dyslexiques. C'est un résultat qui est tout à fait normal parce qu'on a besoin de 400 millisecondes lorsqu'on voit un mot écrit pour traiter l'information sémantique. Maintenant, si on regarde les résultats des étudiants dyslexiques, ici, vous voyez les bandes grises ici, c'est là où il y a les effets sémantiques qu'on observe. On voit que chez les étudiants dyslexiques, les traitements sémantiques sont activés dans ces régions, les mêmes, mais beaucoup plus tôt, c'est-à-dire dès 200 millisecondes. Donc il y a 200 millisecondes d'écart, ce qui veut dire qu'ils cherchent à traiter en priorité le sens des mots. Et ce n'est pas étonnant parce qu'ils ont des difficultés à traiter la phonologie des mots. Sur la figure que je vous présente ici, je représente finalement tout le cerveau. Vous avez ici toutes les régions du cerveau, et vous avez tous les moments, les périodes qui ont été activées au traitement sémantique chez les non-dyslexiques ici et chez les dyslexiques ici. On voit que chez les non-dyslexiques, il y a beaucoup de régions qui traitent l'information sémantique, et toutes à peu près à 400 millisecondes. En revanche, chez les lecteurs dyslexiques, étudiants à l'université, on voit que c'est tout à fait différent. Il n'y a que les régions frontales qui sont impliquées et elles sont activées très très tôt dans le temps pour traiter l'information sémantique. Donc finalement, cette organisation particulière montre l'importance des informations sémantiques des étudiants dyslexiques et serait principalement due à des mécanismes de compensation et d'adaptation du cerveau en raison de difficultés à traiter et l'orthographe et la phonologie. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui se passe pour le traitement orthographique, on a le même raisonnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconnaît les lettres et à partir de quand on les reconnaît. On voit ici que chez les non-dyslexiques, ce traitement il se fait dans cette région, vous voyez en rouge ici, qui correspond ici, dans cette région dès 100-150 millisecondes. C'est tout à fait normal parce que c'est la première information que l'on traite lorsqu'on voit un mot écrit, c'est son orthographe. En revanche, chez les dyslexiques, ça ne se passe pas du tout pareil. Et même s'ils sont étudiants à l'université, on voit qu'ils ont beaucoup de mal à traiter l'orthographe. Et cette orthographe, elle est traitée beaucoup plus tardivement dans le temps, et même jusqu'à 500 millisecondes après, donc c'est très tard. Il y a un autre résultat qui est relativement intéressant, et qui va dans l'hypothèse de recyclage neuronal également, c'est qu'il y a une région qui est un tout petit peu plus antérieure, donc vous voyez la rouge ici par rapport à la violette ici, donc qui se situe juste un petit peu en avant, et on voit que cette région n'est pas du tout impliquée pour le traitement des lettres chez les non-dyslexiques, parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils ont déjà traité l'information ici. En revanche, on voit que chez les dyslexiques, cette région est activée très tôt dans le temps pour traiter l'orthographe. C'est-à-dire que cette différence donc, est cohérente avec les travaux présentés, parce qu'on avait vu qu'il y avait un dysfonctionnement de cette région chez les dyslexiques, et on comprend donc pourquoi les dyslexiques mettent plus de temps à lire. En revanche, on a ici la preuve avec ce résultat d'une compensation, c'est-à-dire que les dyslexiques vont recruter une nouvelle région qui ne serait pas atteinte, qui ne serait pas déficitaire pour traiter l'orthographe, et donc cette nouvelle région, qui est un petit peu plus antérieure, va permettre aux dyslexiques de compenser leurs difficultés, de comprendre ce qu'ils lisent, et donc à terme de réussir leurs études universitaires.
Donc je synthétise un petit peu parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations. Je synthétise un petit peu. Ici, on a le cerveau synthétisé d'un individu non dyslexique, ici dyslexique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe chez les étudiants non dyslexiques? On a ces régions qui sont activées en premier temps, et ensuite l'information est véhiculée jusqu'à 400 millisecondes dans des régions frontales pour accéder au sens des mots écrits. Chez les dyslexiques, c'est quelque chose de tout à fait différent. Les premières régions qui sont activées sont des régions frontales qui traitent l'information sémantique, et ensuite les régions qui traitent l'information orthographique. C'est comme si le système sémantique venait aider ensuite à reconnaître les lettres et à reconnaître l'orthographe, et donc à lire le mot. Et c'est pour ça aussi que, potentiellement pour ça, que les dyslexiques mettent beaucoup plus de temps à lire un mot écrit, alors qu'ils arrivent quand même à le lire de manière précise. Donc, nous en sommes aujourd'hui au premier stade de ce modèle en étudiant l'adulte dyslexique de niveau universitaire, et nous avons montré finalement le rôle qui était très important des connaissances sémantiques. Donc la prochaine étape va consister à tester des étudiants plus jeunes, qu'ils soient lycéens ou collégiens, pour voir à partir de quand, à quel moment ces mécanismes de compensation vont se mettre en place. Il sera ainsi possible de proposer des programmes de prise en charge et de remédiation qui seront centrés sur l'entraînement des facteurs de protection, donc sur des enfants plus jeunes. Il faut, en termes de recommandations, continuer à entraîner les compétences déficitaires de sorte à consolider les représentations au niveau du cerveau, par exemple les représentations de l'orthographe et de la phonologie. Donc le travail des orthophonistes est très très important. Et il faut favoriser le travail sur la compréhension en lecture pour leur permettre de développer des stratégies de lecture qu'on appelle compensatoires ou adaptatives. On peut aussi travailler très tôt sur les compétences de langage oral, et ce, quel que soit le milieu socio-économique. Et on peut également utiliser des supports de lecture qui peuvent être plus ou moins plus adaptés pour ces lecteurs-là. Par exemple, des supports de lecture qui intègrent des images, par exemple des bandes dessinées à visée pédagogique, bien entendu. Et surtout, il faut préserver un environnement social, familial et scolaire qui soit bienveillant, motivant et encourageant. Je vous remercie.